Bonsoir, encore des manifestations aujourd'hui en France contre la loi travail. Le président de la République a promis qu'il ne céderait pas et encore des violences à Paris, à Nantes, à Toulouse, à Rennes, malgré le renforcement des dispositifs policiers. Alors la révolte couve-t-elle? Bon, on le verra. En tout cas, la colère, elle monte chez les élus, chez les policiers, chez les commerçants. Alors qui va payer la facture? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors les manifestations, les casseurs, les violences, on va s'y attacher évidemment dans une première partie des décodeurs de l'écho sur BFM Business. Et puis à 20h, gros plan sur le Venezuela. Est-ce que le pays n'est-il pas en train de s'enfoncer dans la dictature avec le président Nicolás Maduro, héritier de Chavez, qui proclame un état d'exception sécuritaire, économique. Le Venezuela qui est complètement étranglé depuis la chute des cours du pétrole l'an dernier, mais pas que. On verra ça évidemment. Tout ça, c'est l'héritage évidemment d'un système qui a dirigé le pays pendant une quinzaine d'années, le système d'Hugo Chavez. Allez, pour évoquer donc ces violences, voici Pascal Perry, économiste, qui vous propose l'écologie contre la démocratie. Allez voir justement, gros plan donc, c'est une enquête qu'il signe, Pascal Perry, sur les zadistes. Vous savez, tous ceux qui occupent Notre-Dame-des-Landes, Roibon notamment, Sivins également. Il s'est penché sur ces territoires interdits, Pascal Perry. Il en retire la conclusion que tous ces gens-là détestent le marché, le progrès et l'innovation. Avec nous également Philippe Lavenu, secrétaire national Île-de-France du syndicat Alliance de la police nationale, plus gros syndicat de la police nationale, qui organise d'ailleurs demain une manifestation contre justement la haine anti-flic, place de la République, là où se trouvent tous les amis de Pascal Perry, vous savez, les amis de Nuit debout. Bah oui, bien sûr. Avec nous Stéphane Baudet, président de l'AMIF, c'est l'association des maires d'Île-de-France et maires de Courcouronnes dans l'Essonne. Gérard Boélé, président de l'Union nationale des PME du commerce, c'est la composante commerce de la CGPME. Et puisqu'on parlera du coût de ces violences, la parole aux assurances, avec Stanislas Di Vittorio, le directeur général fondateur d'Assurland. Voilà donc tous nos décodeurs de l'écho de ce mardi soir. Alors aujourd'hui mardi, le cortège parisien donc démarrait de la place de l'école militaire dans le 7e pour défiler en direction d'Enfer Rochereau, notamment théâtre de violence. Reportage justement avec des commerçants exaspérés, des commerçants préoccupés. Dorothée Balsan. 15h30, grand calme, place de l'école militaire. Le cortège vient de quitter les lieux. Le métro est toujours fermé, mais les commerçants ont ressorti leur présentoir extérieur. Le gérant d'une papeterie qui avait choisi de rester ouvert est soulagé. On a eu un arrêt de l'activité pendant 3 heures, mais au moins il n'y a pas de dégradation, c'est ce qui compte. Juste à côté, une brasserie est elle aussi restée ouverte et finalement, grâce à la clientèle de la manifestation, la journée n'est pas si mauvaise. Les habitués ont déserté les lieux. Donc, mais bon, ça a fait quand même tourner un minimum, quoi. Ça revenait à peu près au même, quoi. On n'a pas perdu, pas gagné. Ces commerçants sont plus chanceux que ceux de Montparnasse, où le cortège arrive 1 heure plus tard, visiblement beaucoup plus énervé. Les forces de l'ordre répondent aux casseurs par des grenades lacrymogènes. Ce scénario, la place de la Nation dans le 12e arrondissement le connaît bien. Point d'arrivée des précédentes manifestations, lieu d'affrontement. La vitrine d'une pharmacie est toujours brisée. Avec les manifestations, on a dû du coup fermer parce que ça devenait assez violent. Donc en fait, il y a eu les CRS qui étaient comme par hasard devant notre pharmacie. Donc du coup, bien sûr, les casseurs ont un peu bombardé sur eux et du coup, ça a répercuté sur la vitrine en question. À quelques pas de là, boulevard Diderot, un restaurateur a dû fermer 2 fois, chaque fois pile à l'heure du déjeuner. Heureusement, pas de casse, mais il a tout prévu. Un volet roulant en métal, il peut se barricader en moins de 3 minutes. Et surtout, une assurance spéciale avec une option manif, sans laquelle il ne serait pas remboursé en cas de dégâts. Il y a une option manif qui est liée par rapport à notre quartier, au site sensible. Ça nous coûte à peu près une centaine d'euros mensuellement en plus pour la prise en charge intégrale de tous les dégâts qui pourraient être la conséquence de ces manifs. Le quartier a pour une fois été épargné, mais les manifestants devraient faire leur retour après-demain. Le cortège parisien défilera de Nation à Place d'Italie. Voilà le reportage de Dorothée Balsan pour les décodeurs de l'écho de BFM Business. Gérard Boélé de la CGPME, on a vu donc encore aujourd'hui des incidents à Nantes,
à Rennes, à Paris, Toulouse. Je ne vais pas faire toute la liste, il y en a eu dans les... Non, elle est très longue. Très très grande liste, bien sûr. À quoi ça ressemble les centres-villes? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des commerçants depuis début mars, depuis le début de ces manifestations contre la loi travail? Aujourd'hui, les chiffres, on les a pas vraiment. Ça remonte petit à petit, mais surtout les témoignages. On a des villes quand même comme Rennes où les gens n'osent plus aller. Déjà, le personnel n'ose plus aller travailler. Les gens ont peur d'ouvrir leurs magasins, et donc c'est des villes mortes. Même ceux qui sont assez loin des manifs, c'est des villes mortes. Et surtout, aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans leur magasin la nuit parce qu'ils ont peur que leur magasin soit détruit. Donc aujourd'hui, on est arrivé à une psychose. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on a connu, pour ceux qui sont un peu jeunes, 68. Mais là, c'est à peu près la même chose. Et l'économie, ça va faire... L'addition va être lourde. Ça veut dire quoi? Il y a des commerces qui sont en péril, clairement, donc à cause de ces manifestations? Bien sûr, obligatoirement. Quand vous chutez de 40% de chiffre d'affaires, vous êtes en péril. Si vous avez une bonne situation financière, vous pouvez tenir, mais je veux dire, pour être chef d'entreprise quand même en France, pour ceux qui ne le savent pas, il faut être courageux. Il faut avoir beaucoup de courage, et les carnets de commandes quelquefois ne sont pas là, et la situation financière est assez précaire. Donc ça ne va pas arranger les choses, et surtout c'est la psychose, parce que même quand ça va repartir, même quand il n'y a pas de manif, les gens ont peur, les clients ne viennent pas, et les achats, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de chiffre d'affaires, et là c'est inquiétant. Prenons l'exemple de la ville de Rennes, donc sujette à ces violences, à ces casseurs. Encore une fois, c'était vendredi soir justement particulièrement violent, donc aigu. On a vu un groupe de quelques 300 individus qui a endommagé des commerces, des bâtiments publics, qui se sont manifestés, qui se sont livrés à toutes sortes de déprédations. La maire de Rennes, Nathalie Appéré, son témoignage. En tout cas, moi, je n'accepte pas que ces groupes puissent agir et détruire le centre-ville. Je n'accepte pas non plus que l'image de notre ville soit entachée par ces violences-là. Rennes, c'est pas ça. Rennes, c'est pas ça, nous dit donc la maire, la députée maire de Rennes, Nathalie Appéré. Et c'est vrai que les images sont terribles de ce qu'on peut voir donc à Rennes, mais je disais à Nantes ou dans certains quartiers de Paris. Philippe Lavenu, secrétaire national Île-de-France du syndicat Alliance Police Nationale. On a l'impression que les cibles, elles sont très multiples, elles sont très variées. Donc on a des banques, on a du mobilier urbain, on a des bâtiments publics, des voitures de luxe, des fonctionnaires de police, le service d'ordre des syndicats, ça c'était la nouveauté aussi depuis jeudi. Alors effectivement, nous le coût il est surtout humain, puisqu'on compte 300 blessés depuis la mi-mars, on va dire. Ce sont des dizaines de blessés à chaque mobilisation, à chaque manifestation. Nous avons des collègues qui restent au tapis, excusez-moi l'expression. Dont certains grièvement atteints. Dont certains grièvement atteints, oui. Alors, ils s'en prennent, je pense, à deux symboles. Le symbole du capitalisme, donc à travers les banques, et puis au symbole du pouvoir de l'État. Et dans les manifestations qui représentent le pouvoir de l'État, si ce n'est les forces de l'ordre, ça reste que les forces de l'ordre. Alors, on a eu de grosses échauffourées et on s'est aperçu depuis les manifestations de jeudi et vendredi qu'effectivement, maintenant, les casseurs s'en prenaient également au service d'ordre des syndicats, des grosses centrales syndicales. Ils sont en général, il faut le rappeler, les services d'ordre de la CGT notamment, ex-parti communiste aussi, quand le parti communiste défilait en nombre dans les rues de France, sont des gars très costauds, très bien organisés, et il n'y a jamais, a priori, de bavure, de casseurs dans ces services, autour de ces services d'ordre. Alors, c'est un peu un phénomène nouveau, effectivement. On peut dire que les services d'ordre sont musclés, tout au moins ils sont organisés et professionnels. Comme celui du Front National aussi, dans un autre genre. Oui, la comparaison s'arrêtera mais pourquoi oui, enfin, voilà, structuré. Là, on est d'accord, c'est sur la structure et sur l'organisation, il n'y a pas de problème. Le fait que les casseurs s'attaquent maintenant au service d'ordre, ça a permis de faire réagir les secrétaires généraux qui, quelques jours avant, vilipendaient la police en les accusant de tous les maux. Avec une affiche de la CGT notamment. Oui, notamment avec cette affiche de la CGT. Donc aujourd'hui, ils sont les victimes eux aussi de cette violence latente de la part de 200-300 casseurs, dans chaque ville, Paris y compris. Pascal Perry, regardons un peu les cibles visées, les voitures de luxe. Moi je me souviens de cette image de cette Porsche qui brûlait dans les rues de Nantes, je crois, qui est devenue un symbole. Les banques, on a vu également, les magasins de téléphone.
téléphonie également. Les permanences du Parti Socialiste, c'est nouveau depuis quelques jours. Hein. Oui, alors il y a un épicentre de la violence en France qui se situe entre Nantes et Rennes pour des raisons qui sont liées essentiellement à la présence d'une ZAD, qui est un territoire dans lequel ni la police, ni la justice, ni les représentants de la police, ni ceux de la justice ne peuvent rentrer. Très récemment, Notre-Dame-des-Landes. Un juge de l'exécution des peines s'est présenté pour signifier des expropriations et il n'a pas pu accéder. Donc c'est un territoire dans lequel on ne sait pas ce qui se passe. Et l'enquête que nous avons menée montre que à l'intérieur de ce territoire, il y a des militants radicaux, souvent étrangers, hollandais, allemands, anglais, qui sont des délinquants dans leur propre pays, qui constituent une sorte de task force, c'est-à-dire des brigades mobiles qui circulent en fonction des lieux de l'actualité sociale. Et donc il n'est pas étonnant de les retrouver très régulièrement à Nantes et à Rennes, puisque vous évoquez la question... Donc vous faites clairement le lien entre les zadistes qu'on trouve par exemple à Notre-Dame-des-Landes et tous les gars qui cassent alors vous Nantes, y ajoutez, les commerces de Rennes. C'est assez hétéroclite. Il y a des zadistes, dans les zadistes, il y en a qui sont pacifiques et d'autres qui ne le sont pas, qui sont radicaux, mais comme il n'y a pas de hiérarchie, au fond, il n'y a pas de décision. Il y a des black blocs, donc ce sont des groupes informels qui sont nihilistes, c'est-à-dire qui remettent en cause effectivement la société, le progrès, le modèle d'organisation, la démocratie élective, qui propose une sorte d'autonomie, d'autogestion des territoires, qui sont locavores, qui souhaitent une autorité extrêmement locale, mouvement nihiliste et mouvement totalitaire. C'est d'ailleurs ce qui fait la nouveauté, c'est que ces militants, en réalité, n'acceptent pas leur situation de minoritaire et entendent imposer à l'ensemble de la société leur regard sur cette société. Donc, ils se livrent à des actes de sédition. Plus ils sont minoritaires, plus ils sont radicaux, et donc ça donne la casse que vous avez évoquée. Alors on va y revenir justement sur ce que font les autorités. Simplement la casse, évidemment, qui a un coût. Stanislas Di Vittorio, directeur général d'Assurland, donc c'est le monde de l'assurance qui parle. Hein. On entendait votre voisin, Monsieur Boélé, donc de la CGPME, décrire donc la détresse dans laquelle se trouvent un certain nombre de commerçants qui voient le chiffre d'affaires diminuer, qui voient leur magasin cassé. Question, c'est qui va payer les vitres cassées? Mais les vitres cassées, au-delà des vitres cassées, bien sûr. Est-ce qu'on a déjà une estimation du montant de la facture depuis début mars? Typiquement, dans ce genre, je crois qu'il faut relativiser les dommages purement matériels, même si l'image est extrêmement forte, parce que on parle, je dirais, l'unité, c'est quelques millions d'euros. Bon, il faut savoir que, par exemple, une catastrophe naturelle en France, une grande inondation, c'est 500 millions d'euros. Donc, à l'échelle des assurances, oui, il y a des dégâts, ça reste des sommes qui sont limitées. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes d'argent? Si vous êtes assuré particulier, entreprise, voire commune, à ce moment-là, votre assurance, si c'est dans votre contrat, donc il y a quand même un si c'est prévu dans votre contrat ou si ça relève des garanties que vous avez souscrites, va effectivement vous indemniser. On voyait d'ailleurs ce commerçant interrogé par Dorothée Balzan qui avait souscrit une option manif. Absolument, ça, existe, peut être un exemple. Il peut y aussi y avoir des assurances perte de revenus, donc qui vont compenser des pertes de revenus sous certaines conditions. Donc si vous avez un contrat d'assurance, mais il faut l'avoir souscrit, il faut payer pour, vous allez être indemnisé. Si vous n'avez pas souscrit de contrat d'assurance, votre seul recours, et je pense qu'il est difficile et il est compliqué, c'est un recours civil devant l'État en disant vous êtes garant d'une certaine forme de paix sociale. Enfin, ce que dit la loi, c'est que l'État est civilement responsable en raison de dégradations qui sont liées à des attroupements et des manifestations, et donc il est civilement responsable. Après, parce qu'il est garant du maintien de l'ordre. Après, attaquer l'État devant les tribunaux, ça reste long et compliqué. Mais c'est... pas d'accord, Gérard Boélé. Et puis après, on écoute l'élu, justement, ceux qui représentent les maires, Stéphane Baudet. Les commerçants et les assurances de bris de glace, dégâts de matériel et tout. Ok, mais perte d'exploitation, la perte d'exploitation, c'est beaucoup plus important. Il faut que l'établissement soit brûlé complètement. Mais la perte d'exploitation, pour ça m'étonnerait. À moins que la ville de Rennes soit déclarée sinistrée et que l'État paye quelque chose. Ça dépend de votre, ça doit dépendre de votre contrat d'assurance. Ça dépend de ce que vous avez prévu dans votre contrat d'assurance. Mais c'est clair que c'est pas une assurance totalement standard. Tout à fait. Alors justement, la ville de Rennes. Oui, vous me faites signe. Non, je voulais juste distinguer peut-être le cas des grandes entreprises qui ont des représentations locales de celui des commerçants indépendants. Bien sûr. Et je crois
que vous avez raison. En février 2014, manifestation dans le centre-ville de Nantes, casse systématique des établissements bancaires, des sociétés de transport, de tout ce qui symbolise la mobilité et le marché, c'est 1 million d'euros. Donc si on a cette valeur étalon, on peut considérer qu'à Nantes et à Rennes, depuis le début des événements, probablement les dommages peuvent être estimés également à 1 million d'euros. Mais 1 million d'euros, ça doit être considéré au prorata de l'influence de chaque commerçant, de sa situation particulière. Et pour un indépendant, c'est une catastrophe, à l'évidence. Alors justement, la maire de Rennes qu'on a entendu tout à l'heure et le préfet ont assuré ce week-end que l'État allait prendre en charge la franchise des assurances. Alors Stéphane Baudet, président de l'association des maires d'Île-de-France, pour un élu, bien entendu, ça a un coût aussi, quand on voit le mobilier urbain, quand on voit donc un certain nombre de travaux, de nettoyage à opérer. Ça a un coût d'image. Oui. Ça a évidemment un coût qui se paye dans le temps, puisque les dégradations de patrimoine, les dégradations d'immobilier, dans la façon que nous avons de gérer les marchés publics, etc., font que les réparations ne se font pas nécessairement tout de suite, et donc ces dégradations peuvent être durables. Et puis de toute façon, il y a un coût à la fois pour les commerçants, parce qu'en effet, les fonds, les pertes de chiffre d'affaires ne sont pas compensées, et quelle que soit la taille des commerçants, on n'a pas le même impact. Mais enfin, c'est un coût aussi pour les collectivités, parce que si exceptionnellement le gouvernement s'engage, et j'attends de voir évidemment à payer les franchises, en temps normal, il ne les paye pas. Or, ces franchises sont de plus en plus élevées, tant et si bien que les collectivités, depuis très longtemps maintenant, payent d'elles-mêmes sans même déclarer aux assurances. C'est comme ça aussi que ça se passe. On a eu des gaps, moi ça fait 15 ans que je suis maire, sur des franchises d'assurance de plus en plus fortes, qui font qu'aujourd'hui, on n'est plus remboursé à la hauteur de ces dégradations. C'est le cas ici, mais enfin, pour avoir vécu les émeutes, par exemple, de 2005, on sait parfaitement qu'on n'a pas été remboursé des dégradations de 2005. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2005? Donc, il y a eu ces émeutes, bien sûr, qui avaient, secoué toute la France. Écoutez, on a eu des primes d'assurance chères. D'ailleurs, vous connaissez parfaitement le sujet. Ça nous a d'ailleurs engagés les uns et les autres à faire des regroupements de commandes pour payer les assurances sur l'ensemble des collectivités, y compris d'ailleurs parce que parfois les assurances ne répondaient même plus à nos sollicitations. Donc, le mécanisme de remboursement n'est pas aussi évident que celui-là. Ouais. Stanislas Di Vittorio sur l'Andorre. Il est clair que si jamais ce type d'incident se répète au même endroit, ça a un impact pour le futur sur la prime d'assurance. C'est-à-dire que si on considère que c'est comme pour les inondations, si ça a lieu toujours au même endroit, mécaniquement les primes d'assurance augmentent, et c'est la même chose en cas d'événement de ce type-là. Ouais, moi, je le dis clairement, puisque vous avez paru surpris à un moment que l'on puisse attaquer l'État. Moi, je l'ai fait une fois en 15 ans de mandat et j'ai gagné au tribunal. Enfin, dans une époque comme la nôtre, où on est, mais en état d'urgence, et où on voit se passer des choses qui ne correspondent pas du tout au contexte juridique que l'on devrait vivre. Enfin, je veux dire, le nombre de policiers blessés ces dernières semaines, alors même d'ailleurs que tout le monde était derrière les policiers il y a à peine un an, l'ensemble de cette dégradation d'ambiance sociétale est devenu évidemment... On verra ce que ça traduit, est devenu insupportable. Bien sûr, vous avez raison, Stéphane Baudet, on se posera la question. Il y a un moment où l'État doit aussi prendre ses responsabilités. Cela relève du régalien, ça ne relève pas des finances communales qui, par ailleurs, pardon de le rappeler, sont légèrement asséchées. Juste, prenons un exemple, que ce soit Stéphane Baudet, la ville de Rennes, mais je pense qu'il y aura d'autres exemples quand la ville de Rennes et le préfet assurent que l'État va en prendre en charge la franchise des assurances. Pour la ville de Rennes, elle va prendre aussi nécessairement à sa charge un certain nombre de dépenses. Ça se traduit comment ensuite? On augmente les impôts? On rogne sur les dépenses? Comment on fait face aussi à l'augmentation des primes d'assurance dont vous parliez? Ça dépend d'une commune à l'autre. Vous avez des communes riches, vous avez des communes pauvres, vous avez des communes qui ont de la marge, des communes qui n'ont pas de la marge. Mais évidemment, à partir du moment où c'est pris sur votre budget communal, il y a des choix à faire. Et les choix, ils ne sont pas compliqués. C'est ou moins de dépenses sur autre chose, ou plus de ressources à trouver. Et ça peut évidemment passer par la fiscalité. Mais encore une fois, ne nous satisfaisons pas des situations scandaleuses de Rennes ou de Nantes. Enfin, je veux dire, la situation, moi j'ai été les voir, la situation de la place de la République. Les commerçants qui nettoient les déjections tous les matins quand ils ouvrent leur commerce, qui subissent des dégradations au quotidien. L'urine, le vomi, etc. Voilà, parce qu'il y a les dégradations quand on parle des manifestations. Maintenant, c'est tous les 2 jours, donc ça devient régulier. Mais enfin, il y a quand même quelque chose qui s'est installé dans le paysage qu'on accepte et qui est juste inacceptable. Et ça coûte aussi. Enfin, je veux dire, au quotidien, ça coûte pour les commerçants, ça coûte pour l'image de certains espaces de la capitale, mais d'autres villes du pays. Et encore une fois, dans le contexte que l'on vit et dans le contexte d'état d'urgence, c'est juste insupportable. Gérald Boëllet, justement, sur la situation de la capitale, l'image que renvoie donc depuis maintenant plus d'1 mois, depuis fin mars,
ces gars qui campent toute la nuit sur la place de la République. L'image est importante. On a déjà eu les attentats. Oui. On a déjà eu les attentats, tout le monde était à moins 40% de chiffre d'affaires. Là, ça repartait un petit peu. Il y a eu une campagne, même pour l'international, pour faire revenir les étrangers à Paris. Et quand vous voyez ça à la télé, mais franchement, est-ce que vous croyez que les étrangers ont envie de venir en France? Vous avez une clientèle en terrasse, place de la République, c'est pas la clientèle qu'on a d'habitude. Ils sont ivres, dans un état lamentable. Il y en a même qui c'est des habitués qui couchent dehors tout le temps. Et puis en plus, il y a un gros événement qui arrive, c'est l'euro. Vous croyez vraiment, franchement, que l'État ne devrait pas faire quelque chose, ne devrait pas prendre les choses en main? C'est lamentable de voir ça. Pascal Perry. Il est temps, je crois que si on fait une analyse objective, factuelle, des événements, sans prendre parti, en réalité, l'absence d'autorité sonne comme un véritable encouragement, si vous voulez. Et je comprends bien le calcul de départ du président de la République, qui était autour de la place de la République de ne pas se fâcher avec la jeunesse, mais finalement, on voit que l'absence de décision ne résout rien. Soit représentatif de l'ensemble de la jeunesse française. Oui, mais parce que ses conseillers lui disaient symboliquement, c'est la jeunesse, c'est la place de la République, c'est un courant un peu libertaire, il faut l'entendre. Enfin, en France, il y a cette vieille histoire. Les dirigeants politiques ont toujours eu peur des mouvements de jeunesse. Il y a la jurisprudence de 1968 et elle se reproduit. Il y a des répliques. Mais on voit que finalement, l'absence de fermeté a conduit à la propagation de la violence, bien sûr. Et ça n'a pas été une bonne solution. D'autant que la culture de ce mouvement, vous l'avez vu sur les images que vous diffusez, c'est tout doit disparaître. C'est la culture de l'insoumission. Et l'État a, c'est un vieux principe de sciences politiques, le monopole de la coercition, c'est-à-dire de la force légale, et il faut qu'il le reprenne. Alors justement, on verra dans un instant ce que font les autorités. Vous entendrez le Premier ministre, vous entendrez l'un de ses prédécesseurs également, Jean-Pierre Raffarin, puis on va retrouver Pascal Perry, auteur de L'écologie contre la démocratie. Le policier Philippe Lavenu avec nous également, et bien l'élu qui est Stéphane Baudet, président de l'Association des maires d'Île-de-France, élu d'opposition pour tous ceux qui n'avaient pas forcément compris qu'il était dans l'opposition, c'est le maire de Courcouronnes. Gérald Boélé de la CGPME, puis Stanislas Di Vittorio, directeur général fondateur d'Assurland. Les décodeurs de l'écho reviennent tout de suite. À tout de suite. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Tous les jours sur BFM Business, assumez vos goûts de luxe. Du lundi au vendredi, 13h, 15h, Goût de luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Luxe, art de vivre, mode, culture et savoir-faire. Et tous les dimanches à 10h, Emmanuel Rubin rejoint Karine Vergnol pour Goût de luxe Paris, l'édition du week-end. Tendance, voyage, resto, design, sorties et nouveautés. Goût de luxe Paris et Goût de luxe Paris, l'édition du week-end, vos deux rendez-vous du luxe uniquement sur BFM Business. Breitling, instrument pour professionnels. Chacune de mes décisions est réfléchie. J'évalue le risque, le profit. Je suis l'actualité, l'analyse, anticipe les événements. Je garde mon sang-froid. Chaque expérience me rend meilleur. J'investis, j'aime ça. xtb.fr. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors encore des violences aujourd'hui à l'occasion des manifestations contre la loi travail à Paris, à Rennes, à Nantes, à Toulouse, dans les grandes villes de France justement. Et tout ça commence à coûter cher aux collectivités locales avec toutes ces déprédations. Et puis au niveau des commerçants également, eh bien, qui ne savent plus comment ouvrir leur commerce dans certains quartiers, dans certains centres de grandes villes, notamment dans certains arrondissements de la capitale. On avait un témoignage d'un étudiant, Antoine, qui nous disait justement du côté de
ravins avec des restaurants fermés, des commerces fermés. Alors, à qui la faute, justement? Que font les autorités? C'est la question que posait donc il y a un instant Pascal Perry, qui est avec nous, économiste, qui sort justement une grande enquête sur tous les zadistes. Allez voir, hein, c'est un petit opus comme il sait faire, hein, l'écologie contre la démocratie. Il est allé voir justement ces territoires donc occupés par ces zadistes hein, qui détestent le marché, le progrès et l'innovation. Dimanche, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, était venu à Rennes réconforter les forces de l'ordre qui vont d'ailleurs manifester demain à l'appel notamment du syndicat Alliance. On en parlera avec vous, Philippe Lavenu, dans un instant. Et cet après-midi, à l'Assemblée nationale, Manuel Valls appelait à la responsabilité et annonçait notamment à Rennes 88 fonctionnaires supplémentaires. Chaque mot face à des individus cagoulés, casqués, lâches, dont on ne peut pas mettre toujours un nom ni une organisation politique, chaque mot, chaque acte doit trouver une réponse claire, nette de l'État, de la République, de l'action de la police et de la justice. Et vous pouvez compter, à Rennes comme ailleurs, sur la pleine détermination du gouvernement pour respecter et faire respecter l'ordre républicain, mais aussi, et je le dis à chacun, pour aller jusqu'au bout des réformes. Et la loi sur le travail ira jusqu'au bout des réformes et que chacun le comprenne bien. Alors il y a eu des renforts donc annoncés à Rennes depuis les incidents, des hélicoptères, des canons à eau également, des interdictions préventives, hein, changement de parcours également, on a vu ça à Paris. Est-ce qu'à votre avis, il y a eu cette fois une prise de conscience des autorités ou alors c'est une opération communication Philippe Lavenu, syndicaliste, Alliance Police Nationale. Je pense sincèrement que depuis quelques jours, il y a eu une réelle prise de conscience et des prises de décision. Nous avions dénoncé depuis le début des manifestations des consignes, ce qu'on appelait des consignes molles. C'est-à-dire que nos collègues étaient sur place et assister aux dégradations du mobilier urbain, assister aux dégradations des commerces, et puis pas de consigne. Est-ce qu'on interpelle, on n'interpelle pas, on charge pas? Aucune consigne n'était donnée. Depuis quelques jours, c'est vrai que les mentalités ont changé. On l'a dit tout à l'heure, par rapport aux grandes centrales syndicales, le discours n'est plus le même. Donc on n'incite plus les casseurs à casser, même ils s'y opposent. Et puis, le gouvernement a pris des décisions un peu plus fermes. Le problème est, et on l'a encore vu aujourd'hui, il y a des interdictions de manifester qui ont été prononcées par le préfet. Dans toute la France. Oui. Aujourd'hui, sur les 10 parisiennes, il y en a 9 qui ont été annulées par le tribunal par la justice. Donc ça ne nous aide pas dans notre travail. À un moment, il va falloir mettre en cohérence la volonté politique, les décisions judiciaires, et puis ce qu'on demande aux policiers de faire sur le terrain. Est-ce que la justice, à votre avis, poursuit suffisamment donc les casseurs de ces manifestations contre la loi travail? Je ne peux pas commenter des décisions de justice. La justice est indépendante et souveraine. J'entends bien. La preuve est, toujours est-il que nous, ça ne nous aide pas. Ça, je peux le dire. Par contre, ça ne nous aide pas dans notre travail. Si on arrivait à isoler ces quelques casseurs, à Paris, c'est une centaine. Hein. Il y a 300 casseurs et une centaine d'activistes repérés par les services de renseignement et qu'on pourrait interdire délibérément de manifestation. On est dans un contexte d'état d'urgence, on pourrait associer ça, parce que c'en est, c'est une forme de terrorisme social, donc qui terrorise la population, ils cassent, ils saccagent, on devrait pouvoir les interdire de manifestation, même si c'est un peu liberticide. Et puis, c'est aller contre la liberté d'aller venir. C'est-à-dire ce qu'on retient le tribunal. Pardon, mais le démarrage de... Mais la liberté peut-elle profiter aux ennemis de la liberté? Ça, c'est le sujet de philo pour le bac dans un mois. Au demeurant, sans être liberticide, le démarrage de l'État... Stéphane Baudet qui prend la parole, président de l'association... Le démarrage de l'état d'urgence a quand même permis aussi de venir nettoyer quelques vieux dossiers qui n'étaient pas tout à fait liés au terrorisme. On a fait ça pendant 2 ou 3 semaines, en embarquant... Oui, on sait tous comment ça se passe. Donc sur les 300 casseurs, on peut faire la même nature d'effort. Je pense que ce serait au moins aussi utile. Il faudrait interdire purement, simplement, tout rassemblement, toute manifestation sur l'ensemble du territoire. Dans cette période, Pascal Perry, cette période un peu d'état d'exception, quoi. Oui, il y a une doxa en France, une partie de la doctrine judiciaire de la France, qu'il n'y a pas de délit d'opinion. Et donc que la liberté est au-dessus de tout. Et finalement, au nom de cette liberté, on sert aussi les ennemis de la liberté. C'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que la liberté sans ordre ne se conçoit pas. Là aussi, c'est un vrai problème philosophique. C'est-à-dire que les Anglais, les Français, les penseurs du XVIIIe et du XIXe siècle l'ont théorisé. Foucault l'a fait au XXe siècle. Il n'y a pas de sécurité sans liberté, mais il n'y a pas de liberté sans sécurité non plus. Et je crois qu'il faut régler ce dilemme. C'est-à-dire qu'il faudrait que le pouvoir politique se décontracte un peu par rapport à ces idées-là. On est face à une situation d'état d'urgence. Je crois que ça se discute pas. Il y a des casseurs qui sont violents
violents qui sont là pour abattre la société, pour abattre les institutions. Bon, écoutez, ce sont des délits tout simplement. Par ailleurs, que l'État s'assume, qu'il soit de gauche ou de droite, il est plutôt de gauche en ce moment, parce qu'en même temps, il fait le lit de quelque chose que l'on n'a pas envie de voir arriver en France, et à chaque fois que l'on recule, à chaque fois qu'on laisse faire, on fait monter des gens que l'on n'a pas envie de voir. Alors, il faut être capable de l'assumer aussi. Prise de conscience, voilà, peut-être tardive, hein, nous disait tout de suite le policier Philippe Lavenu, c'est aussi le sentiment qu'avait l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, c'était ce matin sur BFM TV et RMC. Vous savez, ce genre de mouvement, il faut pouvoir les maîtriser beaucoup plus tôt. On laisse pourrir des situations, on a laissé pourrir une situation. Moi, je vous dis, la situation est très dangereuse. Et cette année qui est devant nous appelle beaucoup de responsabilités de la part de tous ceux qui sont les médiateurs publics, dont les hommes politiques. Voilà, c'est cette prise de conscience. On vient d'entendre Jean-Pierre Raffarin qui regrette qu'elle soit un petit peu tardive de la part du gouvernement. Vous le regrettez aussi, Gérard Boëllet, au nom de la CGPME ? Moi, je trouve que c'est un peu mou du genou, tout ça. Qui valent sous Raffarin ou les deux ? Valls, pas Raffarin. Raffarin, il fait un constat. Mais c'est ceux qui sont au pouvoir. Je veux dire, c'est mou du genou. On laisse traîner, on laisse pourrir la situation. Mais on parlait de liberté. Mais il y a la liberté d'entreprendre. Nous aussi, on a le droit d'avoir la liberté de travailler, de circuler. Il n'y a pas que ces gens qui manifestent qu'on a le droit à la liberté. Je trouve que, voilà, il y a du laisser aller. C'est dommage. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, monsieur le policier, depuis 3 jours, on prend des mesures. Mais pourquoi on ne les a pas pris dès le départ ? Dès début mars. On laisse pourrir les choses, c'est lamentable. Je vais vous dire pourquoi. Je ne veux pas faire le politicien de bas étage, mais parce qu'on est en train de se rendre compte à des fins politiques que les manifestations autour de la loi travail commencent à diminuer, qu'on sent qu'on va vers une sortie du mouvement et que c'est le bon moment pour essayer de récupérer politiquement la sortie du conflit. Enfin, je veux dire, vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que c'est de la communication ou est-ce que c'est pas de la communication ? Pardon de faire la politique, mais c'est devenu de la communication. On est en train de gérer le timing politique. C'est autre chose. Exactement. Les manifestations donc, qui sont en décroissance. Hein, les chiffres de Paris, 11 à 12 000 manifestants, chiffre de la police, 55 000 selon la CGT. La CGT qui n'a même pas communiqué sur le territoire national. Le fait qu'il y ait de moins en moins de personnes qui suivent le mouvement. Alors, Stanislas Di Vittorio est avec nous également, DG fondateur de Assurland. On parlait tout à l'heure du coût de ces violences. Oui. L'une des questions qu'on pourrait se poser, parce que finalement en termes de coût par rapport à la masse des assurances dommages en France, c'est 30 milliards d'euros par an. Donc on voit bien quelques millions d'euros à l'échelle des assureurs. On peut absorber. C'est totalement marginal. Pour un certain nombre d'événements, je pense à des catastrophes naturelles, je pense à des gens qui conduisent sans permis, il y a des assurances qui ont été mises en place, qui sont des assurances quelque part collectives, qui est finalement une couverture solidaire de l'ensemble des assurés pour indemniser les victimes. Et on pourrait se poser la question, étant donné que finalement le coût global il est minime, mais la conséquence pour un individu elle est quand même assez lourde, de savoir si ça ferait pas du sens d'avoir une forme de solidarité dans les assurances, chacun paierait quelques centimes de plus par an dans ses primes d'assurance et ça permettrait une couverture des victimes de ce genre d'événements. Gérald Boëllet de la CGPME. Juste pour, est-ce qu'on peut assurer l'image qu'on perd avec ces événements? Est-ce qu'on peut mesurer ça? Non. Mais l'assurance n'est pas là pour ça. Mais enfin, au moins quelqu'un a son entreprise qui a été dégradée. C'est quand même déjà lui donner un sacré coup de main que de le compenser plutôt que de le laisser face à sa couverture d'assurance. Nous, dans les collectivités, en place des systèmes d'indemnisation pour les commerçants quand nous faisons des travaux. Quand par exemple on fait des travaux d'un tramway et qu'on met une rue commerçante en péril pendant 1 an, on a des systèmes d'indemnisation. Peut-être qu'il y a un système d'indemnisation à inventer un peu spécifique qui permette de soutenir aussi les commerçants. Parce que la question de la perte du chiffre d'affaires, elle n'est jamais abordée. Ça comble jamais le chiffre d'affaires. Stanislas Di Vittorio, la proposition Stéphane Baudet, c'est une bonne idée? Oui, absolument. Mais finalement, c'est la même idée, mais appliquée aux problématiques quand il y a des cas lors de manifestations. Juste un mot, parce que demain, il va y avoir d'autres manifestations à Paris. Alors, ça ne sera pas contre la loi travail, une manifestation peut-être d'un genre inédit. Il y en a de temps en temps, il y en a peut-être de plus en plus. Ce sont les policiers, justement. Vous allez défiler, vous, le syndicat Alliance, mais pas que, évidemment, donc contre la haine anti-flic. C'est ça, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Tiens, choix symbolique, la place de la République, là où campent toutes les nuits, nuit debout, donc depuis 1 mois et demi. Effectivement, on n'a pas pris la place au hasard. La place de la République, elle n'appartient pas à une minorité bruyante. Elle appartient à tous les Français. Les policiers sont essentiellement des policiers républicains. Dans l'organisation majoritaire qui est Alliance Police Nationale.
Donc on parlait d'indemnité, mais s'il y a des choses qui ne s'indemnisent pas, ce sont les blessures corporelles, ou très difficilement, et puis les blessures morales ou psychologiques. Et là, nos collègues, ils en ont ras-le-bol. On a eu une année 2015 terrible. La France a eu une année 2015 terrible. Les policiers se sont investis. Ils ont pris sur leur vie de famille, ils ont pris sur leur temps, ils ont pris physiquement et moralement leur part, j'allais dire, du sacrifice de la nation. Aujourd'hui, on a les manifestations, on a vu qu'on n'a pas été aidé par les décisions. Donc, il y a un vrai ras-le-bol de tous les policiers de terrain. Ils sont fatigués, usés et désabusés. Désabusés par ces comportements de marginaux, certes, mais violents à la rencontre. Et puis en même temps, on parle des manifestations et des violences lors des manifestations. Mais la violence contre la police, la haine contre la police, elle est au quotidien. Elle n'est pas que lors des manifestations. Elle est quand nos collègues passent dans les cités de l'Essonne ou d'ailleurs. Hein, quand ils peuvent y aller. Quand ils peuvent y aller. Enfin, allez-y, continuez, Philippe Lavenu. On essaie d'y aller. Mais c'est pas dépendant de la volonté des policiers, mais d'une autre volonté. On est caillassés, on nous tend des guet-apens. On a pu voir dans vos images tout à l'heure des tags où nos collègues sont nommément insultés, on menace leur famille. Tout ça, c'est de la violence au quotidien. Donc c'est un peu cette haine quotidienne, et je crois qu'on est arrivé au paroxysme avec les manifestations, c'est ce qu'on veut dénoncer demain pour dire stop, il y a eu un engouement derrière la police, Renault a embrassé un flic, il y a des symboles comme ça, on ne peut pas en quelques semaines perdre tout cet engouement qu'il y avait derrière la police. Un mot, Stéphane Baudet, maire de Couronne dans l'Essonne. Je voulais juste par extension d'abord partager ce constat. On le voit avec les agents sur le terrain, les relations qu'on a avec les commissaires. Il faut ajouter à cela, dans cette usure que peut ressentir la police nationale en général, le fait quand même que l'application du plan Vigipirate Attentat depuis plus d'un an est énormément consommatrice d'hommes, de femmes, de temps et de fatigue, puisque le plan Vigipirate Attentat tel qu'il est déployé aujourd'hui en France est un plan qui était prévu pour tenir 30 à 35 jours à effectif constant. Ça fait plus d'un an qu'on y est. Et je veux dire, là aussi, en termes d'usure mentale, en termes de perte de repères, en termes de déstructuration des équipes qui sont sur le terrain, le calibrage n'est pas à la hauteur. Hein. Philippe Lavenu, Alliance. Alors, effectivement, il y a cette inscription dans la durée, et puis il y a le fait aussi qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Si on savait que dans un mois c'est fini ou dans 15 jours c'est fini, on prendrait sur nous. Dans un mois il y a l'euro. Il y a l'euro. C'est ce que j'allais dire, dans un mois il y a l'euro. Et les fan zones. Après le Tour de France. Le climat dont on parlait tout à l'heure, notamment avec Pascal Perry, que voit-on donc? Il y a eu une 6e journée de manifestation contre la loi travail. François Hollande ce matin sur Europe 1 a dit qu'il ne cédera pas. Et vous avez entendu Manuel Valls dire de même tout à l'heure à l'Assemblée nationale. On voit donc un certain nombre de conflits, de mouvements, de grèves. Chez les routiers, chez ADP, à la DGAC également, la SNCF également. On voit la CGT, on en parlait jeudi, Philippe Martinez, qui veut durcir le mouvement, justement. C'est quoi l'avenir de tous ces mouvements? Qu'est-ce qui se passe en France maintenant, une fois que le 49.3 a été décidé jeudi dernier, enfin mercredi, puis la loi votée jeudi? D'abord, je crois qu'il faut déconnecter le cas des routiers qui travaillent 200 heures par mois du cas d'ADP, de la SNCF et de la RATP. Ce sont ce sont trois espaces professionnels qui ne sont pas concernés par la loi El Khomri, alors que les routiers peuvent l'être effectivement à travers notamment les référendums d'entreprise, même si cette loi a probablement beaucoup plus à apporter qu'à enlever. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement qu'on arrive aujourd'hui à l'épilogue d'une situation politique qui est née d'une ambiguïté, c'est-à-dire que François Hollande s'est fait élire sur un programme, il exécute exactement l'inverse, et donc il y a des crispations très fortes dans le pays. Et elles sont encore plus fortes, elles trouvent un terrain d'expression privilégié quand il y a unité de temps et d'espace. C'est-à-dire quand on se retrouve à un endroit précis, à un moment précis, c'est le cas à Nantes, à Bordeaux, à Paris, place de la République, et elle s'exprime également très vigoureusement quand il y a une incarnation. Et la police incarne précisément l'autorité de la République. C'est-à-dire qu'elle est la garantie en même temps des libertés, de l'ordre, mais qu'elle est la représentation la plus visible et la plus publique de l'ordre politique qui est combattu. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, nous sommes aujourd'hui confrontés à des situations de tension radicale. Et mon pronostic, c'est que plus ces mouvements seront minoritaires, plus ils seront durs. Violent. Ouais, bien sûr. Et long. Et long.
Gérald Boëlé, président de l'Union nationale des PME du commerce, c'est la composante commerce de la CGPME. Quand on entend Philippe Martinez qui appelle à passer à la vitesse supérieure, vous avez l'impression que la CGT est en train de se durcir. On a vu même cet après-midi des dizaines de militants CGT casqués, affrontés, des casseurs, une dizaine de syndicalistes de la CGT qui ont muré aussi à Toulouse la permanence d'un député socialiste. Donc on voit qu'il y a un durcissement quand même de part et d'autre. Est-ce que vous le craignez, vous, à la CGPME ? On croit à ce durcissement parce qu'on le voit arriver, et quand on voit des manifestants qui empêchent des casseurs qui empêchent les manifestants de manifester, ça devient donc très grave. Donc oui, c'est inquiétant, parce que si ça continue comme ça, le commerce dans le centre-ville va en prendre une grosse claque. Et moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est l'avenir. Parce que là, avec l'euro qui arrive, ces villes où ça se passe, il va y avoir l'euro. Et les gens n'auront pas envie de venir, n'auront pas envie de faire la fête. Les gens le voient bien. Quand ça se passe dans une certaine zone, les manifestations, mais autour, le commerce chute obligatoirement. J'ai vu dans votre reportage tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a dit « Moi, je ne suis pas dans la zone, mais je travaille, ça m'a permis d'avoir un peu de clients. » Un peu de clients. Voilà, ils ne travaillent même pas comme avant. Est-ce qu'on est au bout? Allez, Stéphane Baudet. Les syndicats, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est le durcissement, et que ce durcissement, ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais il est né aussi du fait que les syndicats entre eux ne s'entendent plus tous. On a le sujet sur la SNCF. C'est-à-dire que quand ils s'entendent, ils se modèrent, ils se pondèrent entre eux. Là, ils ne s'entendent plus et on a affaire aux durs qui sont en avant. Et j'y ajoute un élément, j'ai été moi-même patron d'un réseau de bus pendant 15 ans et donc confronté aux relations sociales au quotidien, c'est que nous avons des cadres intermédiaires dans les syndicats puissants et les plus durs et parfois les plus violents qui sont de moins en moins formés. C'est-à-dire que nous avons affaire aussi à de jeunes syndicalistes qui rentrent dans les conflits sans avoir la culture pour être capables d'en sortir. Et ça, c'est un sujet qui correspond à ce que disait Pascal Perry tout à l'heure sur le fait que ça peut durer et que ça peut se dégrader de plus en plus. On n'a plus face à nous les syndicalistes qu'on avait il y a 20 ou 30 ans qui étaient capables de négocier et de construire un compromis qui visait quand même à défendre et l'emploi et l'entreprise. Aujourd'hui, on veut tuer l'entreprise. C'est quand même plus tout à fait le même cadre. Ça peut durer, vous nous dites. Alors c'est quoi? On est au bord de quoi? D'une explosion sociale, d'une insurrection? Est-ce que la situation est très tendue? Donc on voit les violences qui se multiplient. Le mouvement s'affaiblit, disait Pascal Perry, mais ce qui reste devient de plus en plus dur. On anticipe une radicalisation des mouvements sociaux, on craint une explosion. Tiens, par exemple, le policier que vous êtes, Philippe Lavenu, secrétaire national Île-de-France de Alliance Police Nationale. Comment est-ce que les services se préparent, mobilisés face à un risque d'explosion sociale? Vous travaillez un petit peu sur ce dossier? Alors, bien sûr, il y a les services de renseignement, ce qu'on appelle en province les services de renseignement territoriaux, ou la DRPP, anciennement les RG, qui travaillent sur les mouvements sociaux. Le problème, c'est que l'année 2015 nous a un peu focalisé sur un autre problème aussi grave, c'est sur le terrorisme, et que ces services n'ont peut-être pas eu tous les moyens dont ils avaient besoin pour anticiper ces prises de position un peu radicales. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens sont connus, c'est-à-dire un tiers des casseurs sont connus des services de renseignement. Mais après, il faut donner aux services de renseignement les moyens de les suivre, et puis après, aux services judiciaires d'interpeller. Le service de renseignement n'est pas là pour interpeller. Une fois qu'on sait où le gars est logé, puisque ce sont souvent des squatteurs, pour la plupart. Une fois qu'on sait à quelle heure il va sortir, comment il s'est donné rendez-vous à travers les réseaux sociaux avec les autres bandes, on va dire, avec les autres groupuscules, il faut donner au service judiciaire les moyens de les interpeller, et ça non plus c'est pas fait, on l'a vu avec les interdictions de manifester. Pascal Perry, eu égard à l'enquête que vous avez menée dans l'écologie contre la démocratie, est-ce qu'il faut s'attendre à des troubles? Est-ce que la menace, elle est sérieuse, justement, d'un risque d'explosion sociale? Je ne crois pas. Honnêtement, non, pas de risque d'explosion sociale. Le mouvement est de plus en plus affaibli. C'est un mouvement minoritaire. C'est un mouvement, j'allais dire, marginal. Oui, mais ce qui reste. Mais ce qui reste, effectivement, est très actif. On ne peut pas incarcérer préventivement, donc, tous ceux qui sont connus des services de police, comme vient de nous le dire Philippe Lavenu. Oui, c'est la logique du virus et de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'un petit virus peut paralyser un ordinateur ou un système d'exploitation. On en est là, en réalité. C'est-à-dire que, globalement, je pense qu'il y a dans la société un appétit de changement. Les Français ont envie de passer au XXIe siècle. Ils ont compris que ce qui est défendu aujourd'hui, ce sont des statuts qui ne sont plus financés, ceux de la SNCF, le statut des contrôleurs du ciel, la situation à la RATP. On sort de la France du XXe siècle d'un capitalisme très industriel dans lequel il y avait un rapport de force très fort pour entrer dans le monde du digital, par exemple. Et la digitalisation de l'économie, elle change la logique de valeur. Elle change la perception
proposition de valeur qu'en ont les consommateurs. Les Français sont favorables majoritairement au travail du dimanche, à la déréglementation d'un certain nombre de secteurs. Ils comprennent très bien qu'il y a une forme d'empathie avec l'entreprise. Si l'entreprise disparaît, ils disparaissent en même temps. Donc il y a tous ces phénomènes. Et puis en même temps, il y a encore des résistances. Donc je ne crois pas que c'est un mouvement qui est très majoritaire dans la société, mais je pense que comme toutes les oppositions très marginales, nous sommes en face d'oppositions radicales qu'il faut combattre avec vigueur. Ça suppose que l'État soit fort et qu'il y ait une vraie volonté politique. Que l'État soit fort. Comment est-ce qu'on l'anticipe dans le monde de l'assurance, le directeur général d'Assureland que vous êtes, Stanislas Di Vittorio, justement, cette éventuelle radicalisation donc, des mouvements sociaux ou radicalisation d'une poignée de gars, de zadistes, de Notre-Dame-des-Landes, etc. Je crois que fondamentalement, c'est pas le métier des assureurs. Enfin, le métier des assureurs, c'est la prévention, mais en l'occurrence, il n'y a pas de prévention. Enfin, avec le phénomène auquel on est confronté, il n'y a pas de prévention à faire. Enfin, la prévention, c'est entre guillemets les forces de l'ordre, enfin la justice. C'est pas le métier des assureurs. Les assureurs, ils font de la prévention sur la sécurité routière et puis sur la sécurité routière, sur les incendies à la maison. Donc ça, c'est pas leur métier. Leur métier, c'est effectivement la compensation financière une fois qu'il y a eu des dégâts. Mais pour en venir, je crois qu'effectivement, l'économie change. Enfin, moi, je suis dans une société du digital, donc je peux peut-être en parler. Ça amène aussi un changement qui est que la compétition, elle est quand même infiniment plus large aujourd'hui. Elle est mondiale dans énormément de domaines, ce qu'elle était moins à une époque qui était il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a infiniment moins de secteurs protégés. Uber en est un exemple absolument criant. Enfin, on avait un secteur qui était extraordinairement protégé et puis finalement les technologies ont uberisé, comme on dit, ont complètement changé. Et je crois que ça c'est vrai d'énormément de domaines et il faut qu'à un moment probablement un certain nombre de réglementations et d'organisations de la société suivent. Quelle différence on peut faire entre, là on parle de violence qui s'expriment contre des magasins, contre des abribus, contre des distributeurs de billets. Moi, j'ai le souvenir dans le passé quand même qu'un certain nombre de viticulteurs ont pu s'exprimer aussi de façon très violente donc dans le sud-ouest de la France, avec en brûlant des péages. Encore récemment, dans des agriculteurs qui ont brûlé des perceptions. Sans jamais s'en prendre aux forces de l'ordre. À Rennes, le Parlement de Rennes en 96, moi j'ai le souvenir que les manifestations étaient quand même très violentes contre les gendarmes. Il n'y avait pas de commando de paysans pour s'en prendre, pour casser du flic. Alors ils s'organisaient peut-être différemment, mais je pense qu'en face d'eux, ils avaient quand même des CRS et des gendarmes mobiles quand même qui en ont pris plein la figure. Oui, Philippe. On a connu des conflits sociaux très durs, notamment, oui, vous l'avez dit, avec les viticulteurs. Moi j'ai fait les garçons bouchers à Rungis, c'était sympa aussi. Mais leur motivation, c'était défendre leur catégorie socio-professionnelle. Ils avaient un but. Là, ce sont des passeurs, et un but ils n'ont commun. pas de but. Et un but commun. Parce que se balader sur la place de la République aujourd'hui, c'est découvrir que toutes ces petites entités, parce que c'est infime et c'est minoritaire, mais en plus à l'intérieur, c'est un cumul de petites entités. Pas qu'on justifie la violence commise autrefois par les agriculteurs, par les cultivateurs, par les viticulteurs. Vous demandez la différence entre ceux d'avant et ceux d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'impression que la justice poursuivait énormément non plus les gars qui brûlaient, qui fabriquaient du vin dans le département de l'Hérault et qui brûlaient des péages. Je pense, si vous me permettez, pendant de nombreuses années vécu à l'étranger, qu'il y a une réalité sociologique française par rapport à l'état de droit. C'est-à-dire que l'état de droit est probablement sous certains aspects un petit peu moins respecté en France qu'il n'est dans d'autres pays. Et on parlait de l'image de la France avec tout ce qui a pu se passer avec un certain nombre de choses. C'est vrai que dans un certain nombre de pays, quand on voit, alors il y a le phénomène du directeur des ressources humaines d'Air France, il y en a eu d'autres. Que ce soit des camions qui soient vidés sur les routes. Après, je ne veux pas parler de la légitimité de la revendication ou pas, mais il y a un certain nombre de pays où quand on voit ça, ça marque et ça choque énormément parce que c'est quelque part, c'est juste l'état de droit qui n'est pas respecté. L'absence d'autorité. Bon, alors si vous voulez, moi ce que je vous propose, parce que on avait prévu un sujet sur le Venezuela juste après. Apparemment, notre invité n'est pas là. Si certains d'entre vous peuvent rester encore un petit peu avec nous, il n'y a pas de problème. On peut continuer d'évoquer le sujet. On va marquer une courte pause. On va écouter le rappel des titres, bien entendu. Et puis on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Ce soir sur BFM Business, le grand live du numérique. Big Data, objets connectés, réseaux, la technologie révolutionne la société et l'économie. Tech & Co, 2 heures de débat, d'interviews et de chroniques pour comprendre les grands enjeux du numérique.
Réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag TechCo. Et avec nos correspondants aux États-Unis, vibrez au rythme des nouvelles techno de New York à Paris. Tech & Co avec Sébastien Coinon et la rédaction de 01net.com, ce soir 20h30, 22h30 sur BFM Business. Chacune de mes décisions est réfléchie. J'évalue le risque, le profit. Je suis l'actualité, l'analyse, anticipe les événements. Je garde mon sang-froid. Chaque expérience me rend meilleur. J'investis, j'aime ça. xtb.fr. BFM Business, c'est aussi à la radio dans les grandes villes de France. Retrouvez BFM Business en FM, à Paris sur 96.4, à Toulouse 107.2, à Bordeaux 107.3. Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur bfmbusiness.com. Au bureau ou en voiture, toute l'écho sur BFM Business Radio. Tu nous mets toujours en retard, même pour l'anniversaire de ma mère. Ça va, c'est pas la reine d'Angleterre non plus. Oh, s'il te plaît. Laisse-moi. Mille excuses, Votre Altesse. Ford Fiesta avec système audio sync et lecture vocale des SMS. Une autre façon de voir la vie. Pendant les offres best-seller chez Ford, la Ford Fiesta suréquipée avec moteur EcoBoost est à seulement 149 € par mois. Un petit peu plus sur BFM Business. On va retrouver les décodeurs de l'écho dans un instant. Le rappel des grands titres de l'actualité de ce mardi. Jean-Christophe Français avec une nouvelle journée de manifestation contre la loi travail. Ils étaient 68 000 dans toute la France selon la police et d'un peu plus que jeudi dernier lors de la dernière journée d'action. Ils étaient près de 12 000 à Paris selon la police, 5 fois plus selon la CGT. Et puis 12 personnes ont été interpellées, la plupart pour port d'armes prohibées. À Nantes, situation tendue également. La police a fait usage de lances à eau pour disperser quelques manifestants. Bilan de cette journée, 87 interpellations et puis 53 personnes ont été interdites de manifester par arrêté. À Rennes, les forces de l'ordre vont recevoir des renforts, 88 policiers supplémentaires. Manuel Valls a aussi annoncé que les commerçants allaient être indemnisés après les violences en marge des manifestations. Et les syndicats ont bien l'intention de maintenir la pression jusqu'au 11 juillet, date prévue pour l'adoption définitive de la loi El Khomri. Les routiers ont rejoint le mouvement avec une trentaine de barrages, notamment dans l'ouest de la France. Les routiers veulent défendre leurs heures supplémentaires. Demain et après-demain, ce sont les cheminots qui entrent en piste avec une nouvelle grève. La SNCF prévoit un TER sur 2, 2 TGV sur 3. Les cheminots veulent défendre leurs conditions de travail et le mouvement risque de prendre de l'ampleur. L'UNSA et la CFDT appellent à une grève reconductible à partir du 31 mai. Malgré la contestation de la rue, François Hollande affirme qu'il ne cédera pas. La loi travail passera. Selon lui, un compromis a été trouvé sur le texte. Le chef de l'État poursuit son offensive médiatique. Il était ce matin à la radio. Il est plus que jamais en route pour une nouvelle candidature pour la présidentielle. François Hollande, en effet, estime qu'il n'y a pas d'alternative à gauche et que sa ligne est la seule capable de l'emporter en 2017. Le gouvernement veut inciter les industriels à se tourner vers les énergies renouvelables. La France va fixer un prix plancher pour le carbone, environ 30 € la tonne. C'est ce qu'annonce Ségolène Royal. La décision sera inscrite dans la prochaine loi de finances. Le Venezuela est au bord de l'explosion. Le Parlement examine aujourd'hui l'état d'exception proclamé hier par le président Maduro. L'opposition appelle à la désobéissance, à descendre dans la rue et la situation est très tendue. Le président Maduro accuse Washington de vouloir influer sur le cours des événements. Il dénonce l'intrusion d'un avion militaire américain la semaine dernière et va protester officiellement à ce sujet au niveau diplomatique. Enfin, le Festival de Cannes, marqué par la présentation ce soir du dernier film de Pedro Almodóvar. Son film Roulieta est en course pour la Palme d'Or. Et deuxième film en compétition, c'est Personal Shopper, cette fois du français Olivier Assayas. Vous êtes sur BFM Business, il est 20h04. Merci Jean-Christophe Français, à tout à l'heure 20h30, prochain journal de l'économie sur BFM Business. Oui, le Venezuela, je pense qu'on va en parler quand même. Il y a un petit problème de transport pour l'invité qui allait arriver. Pas de souci, on va terminer donc le débat qu'on a mené donc depuis 19h sur les violences. Le coup donc est bien imputé donc à ces casseurs qui se sont encore pris donc à toutes sortes de cibles aujourd'hui lors des manifestations contre la loi travail justement, que ce soit à Paris, Toulouse, Rennes, Nantes. On continue avec les décodeurs de l'écho. Bonne soirée, 20h05.
Tous les jours sur BFM Business, suivez l'actualité du marché immobilier avec tous les conseils pour optimiser votre patrimoine. La vie IMO, tous les jours à 10h08 et 12h20 sur BFM Business. Retrouvez toute l'actualité de l'immobilier en regardant La Vie IMO avec Century 21, réseau d'agences immobilières. Renault Espace, voiture officielle de BFM Business. Réservez votre essai au 3023. Avec CMC Markets, diversifiez vos investissements en accédant à plus de 5000 CFD actions, indices, forex et matières premières, disponibles sur une seule et même plateforme plusieurs fois récompensée. Gérez vos risques en utilisant l'ensemble de nos outils de trading. Les marchés bougent rapidement. Pourquoi pas vous? Tradez différemment avec CMC Markets. cmcmarkets.fr. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Bon, il nous reste quelques minutes encore pour conclure sur cette journée manifestation violente. Qui va payer la facture? Oui, Pascal Perry, toujours avec nous. Donc, avant de nous quitter, Pascal Perry, auteur de L'écologie contre la démocratie. Vous êtes économiste. Justice, liberté, droit de manifestation, les casseurs, tout ce petit monde ne s'entend pas forcément bien. Non, d'abord, je crois qu'il faut distinguer les manifestants, ceux qui ont le droit d'exprimer un point de vue, des casseurs. Ce sont des groupes autonomes dans la société qui ne répondent à aucune logique, à aucune hiérarchie, qui n'ont pour ambition que de détruire, qui n'ont aucun projet de construction d'un autre modèle. Ce sont des gens qui n'ont pas de contre-modèle à proposer, ils sont contre l'ordre tel qu'il est établi aujourd'hui. Mais ils détestent le marché, ils détestent le progrès, ils détestent l'innovation. Voilà, quand vous parlez des zadistes, puisque les zadistes, vous nous avez expliqué tout à l'heure en début d'émission qu'on retrouvait Sirène et Nantes étaient particulièrement meurtris par ces violences nées de ces manifestations contre la loi travail. C'est parce que pas très loin on trouve Notre-Dame-des-Landes, qui est une sorte de foyer d'agitateurs. C'est un foyer d'infection. Je veux dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que on a des gens qui stockent des armes, qui détournent les biens publics, l'électricité, qui se comportent comme de véritables délinquants. Donc il faut appeler les choses par leur nom, sauf à vouloir faire de la cosmétique. Mais bon, c'est pas le sujet ce soir. Dans une société, si vous voulez, si on en revient aux manifestations, dans une société, on a le droit d'avoir des convictions. On peut avoir des convictions contraires à ceux qui gouvernent. Donc on peut avoir une culture, y compris une culture politique, différente. Et la société, elle organise la confrontation des cultures. Elle le fait dans un cadre qui est démocratique et électif. On peut avoir des cultures différentes, mais on a quelque chose en commun. C'est le droit. C'est le respect du droit, la doctrine de droit. C'est des élections, le respect du suffrage universel, le respect de la propriété, le respect du droit au travail, notamment, autant que du droit à manifester. Gérald Boëlé de la CGPME. Le respect au travail, le respect des libertés, je trouve que le respect déjà au travail, je ne sais pas s'ils ont déjà connu le travail, donc ça va être difficile. Ah non, ils respectent le travail. C'est une autre question. Voilà. Et le respect des libertés, ils défendent leur truc. Voilà, mais ils ne regardent pas les autres, c'est certain. Ouais, Stéphane Baudet, l'évolution donc de ces mouvements ultra radicaux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Je posais la question tout à l'heure. Est-ce qu'il faut interdire de manifester? Non, on n'en est pas là encore, évidemment. Non, enfin, s'il n'y a pas ça, il trouverait d'autres choses. Ceci, voilà, on est en état d'urgence et on a quand même quelques principes à faire respecter dans ce cadre-là. On revient à ce que je disais tout à l'heure. L'état d'urgence s'accompagne aussi d'un plan Vigipirate attentat qui fait que nos forces de l'ordre sont déjà très très mobilisées et qu'à bout d'un moment, il faut être aussi capable et conscient qu'on ne peut pas tout gérer de la même façon, sauf du coup à utiliser nos militaires en service d'une façon différente. Après tout, pourquoi pas? Sur l'aspect strictement démocratique, moi je pense qu'on a affaire à des minorités extrémistes, qu'elles soient, on évoque toujours avec des gants et de loin quand il s'agit d'extrême droite, mais enfin là il s'agit un petit peu d'extrême gauche quand même, avec une espèce de tambouille. Donc encore une fois, allez-y. Moi j'invite les habitants, les Français à aller se balader place de la République et à essayer d'écouter les débats qui ont cours. Ils verront à la fois le côté utopiste, complètement irréel et sorti du quotidien du propos qui y est prononcé. Voilà. Nous avons un débat démocratique à tenir dans un cadre électif, ce qui était évoqué
l'ai évoqué tout à l'heure. S'ils restent dans le cadre, on discute. S'ils ne sont pas dans le cadre, on ne discute pas. Point barre. Très bien, merci à tous les 5. Merci donc à Pascal Perry, je rappelle, l'écologie contre la démocratie, Notre-Dame-des-Landes, Sivins, Roibon, enquête sur le zadisme, signé de l'économiste Pascal Perry. Philippe Lavenu, secrétaire national Île-de-France du syndicat Alliance Police Nationale. Stéphane Baudet, qui est venu à la fois comme président de l'association des maires d'Île-de-France, mais on l'a compris aussi comme maire de Courcouronnes et maire d'opposition. Avec nous également Gérald Boëlé, président de l'Union nationale des PME du commerce de la CGPME, et Stanislas Di Vittorio, directeur général fondateur d'Assurland. Vous restez avec nous, la suite des décodeurs de l'écho dans un instant. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. BFM Business, c'est aussi à la radio dans les grandes villes de France.